Pour le mariage de ma sœur, ma famille m'a remis une lettre de désaveu. De notre part à tous, a dit maman au petit déjeuner. Ma sœur s'attendait à ce que je pleure devant la caméra. J'ai plié la lettre, je l'ai mise dans ma poche et j'ai souri. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais déjà construit. Le matin du mariage de ma sœur, ma mère m'a tendu une enveloppe au petit déjeuner. Pas une carte, pas un cadeau, une enveloppe épaisse et de couleur crème, scellée avec ce genre de soin délibéré que les gens utilisent quand ils veulent que quelque chose paraisse officiel. Elle l'a posée à côté de ma tasse de café sans dire un mot, et est retournée à l'îlot de la cuisine où elle a recommencé à remuer son thé comme si elle ne venait pas de poser une grenade sur la table. J'aurais dû la laisser là. J'aurais dû finir mes œufs, embrasser ma grand-mère sur la joue et monter pour commencer à me coiffer. Au lieu de cela, je l'ai prise. Mon nom était écrit sur le devant avec l'écriture de ma mère. Soignée, précise, les lettres un peu trop rapprochées, comme elle écrivait tout. Comme si même son écriture ne pouvait pas se permettre de gaspiller de l'espace. Je l'ai ouverte. Il m'a fallu moins de 30 secondes pour la lire. 3 paragraphes signés par ma mère, mon père et ma sœur, la mariée dans la maison de laquelle j'étais actuellement assise, au dîner de répétition de laquelle j'avais assisté la veille. Dont la robe de demoiselle d'honneur était suspendue à l'étage dans la chambre d'amis avec mon nom sur une étiquette. La lettre disait, dans un langage presque froid comme celui d'une entreprise, qu'à compter de cette date, ils retiraient formellement leur reconnaissance de moi en tant que membre de cette famille. Que mes choix, ma carrière, mon appartement, mon refus d'accepter le poste que mon père m'avait offert dans son entreprise avaient clairement montré que je n'accordais aucune valeur à ce que cette famille avait construit. Qu'il me souhaitait bonne chance et qu'il considérait cette affaire comme close. J'ai posé la lettre. Ma mère m'observait depuis l'autre côté de l'îlot, son thé arrêté à mi-chemin de ses lèvres. Nous avons pensé qu'il valait mieux le faire maintenant, a-t-elle dit avant la cérémonie. Pour qu'il n'y ait pas de confusion sur la situation. Je l'ai regardé pendant un long moment. Puis j'ai regardé la lettre à nouveau. Ensuite, je l'ai pliée soigneusement le long de son pli d'origine, je l'ai glissée à nouveau dans l'enveloppe, et je l'ai rangée dans la poche de mon peignoir. D'accord, ai-je dit. Elle a cligné des yeux. Je ne pense pas que c'était la réponse à laquelle elle s'était préparée. J'ai fini mon café. J'ai porté mon assiette à l'évier. Je suis monté, je me suis assise devant le miroir de la chambre d'amis, et j'ai commencé à me coiffer. Je m'appelle Claire. J'ai 31 ans. Et le matin où j'ai été formellement exclu de ma famille, je portais un peignoir en soie et je mangeais des œufs brouillés. Et j'avais déjà, discrètement, soigneusement, sans le dire à une seule personne dans cette maison, tout changé. Mais j'anticipe. Mon père a construit son entreprise à partir de rien, et il ne laissait jamais aucun de nous l'oublier. Hardgrove Consulting a commencé comme 2 gars dans un bureau de centre commercial en 1989. Et au moment où je suis né, elle s'était développée pour devenir quelque chose de réel, de taille moyenne, respecté dans notre région. Le genre de cabinet dont vous reconnaissiez le nom si vous étiez dans l'immobilier commercial ou la gestion de la construction depuis assez longtemps. Mon père en était fier de la façon dont d'autres hommes sont fiers de leurs enfants. Intensément, personnellement, d'une manière qui ne laissait pas beaucoup de place à d'autres interprétations. Ma sœur Danielle était entrée dans l'entreprise directement après l'université. Elle avait l'esprit pour les chiffres et, plus important encore, le don de dire à mon père exactement ce qu'il voulait entendre tout en lui faisant croire qu'il y avait pensé lui-même. Elle était douée dans son travail. Elle était aussi très douée pour être sa fille de la manière qu'il préférait, présente, agréable, et entièrement orientée autour du centre de gravité de la famille. J'aimais ma sœur. Je veux être clair à ce sujet. Il est possible d'aimer quelqu'un et de comprendre aussi, après des années d'observation attentive, qu'ils ont fait un projet de votre diminution. Danielle ne me détestait pas. Elle trouvait simplement utile, de sans façon petite et niable, de s'assurer que j'étais toujours un peu plus petite qu'elle aux yeux de nos parents. Je voulais être architecte paysagiste depuis l'âge de 19 ans, assise dans un cours optionnel sur le design environnemental, ayant pour la première fois l'impression que quelqu'un avait décrit l'intérieur de ma tête dans une langue dont j'ignorais l'existence. L'intersection de l'art, de l'écologie et de l'urbanisme. La façon dont un espace public bien conçu pouvait changer la façon dont les gens traversaient leur journée sans jamais comprendre pourquoi. J'en étais obsédé. Mon père pensait que c'était un passe-temps. Tu peux concevoir des jardins le week-end, m'a-t-il dit l'été avant ma dernière année d'université. Viens dans l'entreprise.
Je te mettrai au développement de projets. Tu seras doué pour ça, Claire. Tu as l'œil pour ça. Il n'avait pas tort de dire que j'avais l'œil pour cela. Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que mon œil appartenait à autre chose. J'ai dit non. Et puis j'ai dit non à nouveau l'année suivante quand je terminais mon programme de maîtrise et qu'il a fait une nouvelle offre avec un meilleur titre attaché. Et puis j'ai dit non une troisième fois 18 mois plus tard, lorsque ma mère s'est assise en face de moi dans un restaurant et m'a expliqué calmement, autour d'une salade Cobb, que mon père n'allait pas attendre éternellement. Que l'opportunité qu'il m'offrait était plus que ce que la plupart des gens obtenaient jamais, et que mon refus de l'accepter embarrassait la famille devant des personnes qui comptaient. Je travaillais dans un cabinet d'architecture paysagiste de taille moyenne depuis un peu plus d'1 an à ce moment-là. Je faisais du bon travail, pas du travail qui faisait les gros titres. Je ne dirigeais pas encore de projet. J'apprenais comme on le fait dans ces premières années, absorbant tout et me rendant indispensable de manière petite et peu glamour. J'avais aussi, le soir et le week-end, construit autre chose, quelque chose dont je n'avais pas parlé à ma famille, quelque chose dont je n'avais parlé à presque personne. La conversation au restaurant s'est terminée avec ma mère me regardant de l'autre côté de la table avec une expression que j'en étais venu à considérer comme son visage de conclusion, comme si elle avait fait les calculs et était arrivée à une réponse finale. « Tu as toujours dû faire les choses à la dure », a-t-elle dit. Je ne sais pas d'où ça vient. J'ai payé ma moitié de l'addition. Je suis rentré chez moi en voiture. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai continué à travailler. Ce qu'il y a de particulier quand on est sous-estimé par des gens qui vous connaissent bien, c'est que cela a une texture particulière. Ce n'est pas comme être un étranger qu'on ignore. C'est plus spécifique que ça. Ça a une histoire. Ça laisse des traces. Chaque fois que ma mère changeait de sujet quand je parlais de mon travail. Chaque fois que mon père demandait l'opinion de Daniel sur quelque chose de lié à l'industrie et ne pensait pas à demander la mienne. Chaque fois que Daniel m'appelait pour se défouler sur sa semaine, passait 45 minutes à parler, puis disait, bref, assez parlé de moi. Comment vont les choses, avec un ton qui montrait clairement qu'elle avait environ 4 minutes d'intérêt disponible. Cela s'accumulait, pas exactement comme de l'amertume, plutôt comme de la clarté. Ils avaient une version de moi qu'ils avaient décidé être la bonne, la fille qui était talentueuse mais peu pratique, qui faisait une erreur, mais dont l'erreur était au moins prévisible et contenue, qui finirait par changer d'avis ou non, mais qui, d'une manière ou d'une autre, n'était pas une variable qui affectait de manière significative la trajectoire de la famille. Je les ai laissés garder cette version. C'était utile. Ce que je construisais le soir et le week-end, dans la deuxième chambre de mon appartement que j'avais transformé en bureau, était mon propre cabinet de conseil en design. Petit au début, juste moi et un entrepreneur en qui j'avais confiance, et une liste de clients que j'avais cultivés lentement, soigneusement, en faisant un travail exceptionnel et en demandant des recommandations aux personnes qui l'avaient vu. Je l'ai appelé Meridian Studio. Je l'avais constitué en société à responsabilité limitée 18 mois avant le matin du mariage de ma sœur. J'avais 7 contrats en cours. Je venais de signer une lettre d'intention avec le département des parcs municipaux à 3 États de la qui, si elle aboutissait, serait la plus grande commande publique à laquelle j'aurais jamais touché. Je n'avais rien dit de tout cela à ma famille. C'était en partie de la stratégie. C'était en partie de l'instinct de conservation. Il y a quelque chose à propos d'un rêve qui est encore assez petit pour être fragile. On apprend à le garder loin des personnes qui ont l'habitude de manipuler vos objets fragiles avec négligence. Au moment du mariage de Daniel, Meridian Studio n'était plus fragile. Mais il ne le savait pas. La cérémonie a eu lieu dans un vignoble à 40 minutes de la ville. Daniel l'avait planifié avec l'intensité de quelqu'un qui désamorce une bombe. Chaque détail pris en compte, documenté, délégué. Je me suis tenu au bon endroit. J'ai souri dans la bonne direction. J'ai tenu mon bouquet à la bonne hauteur parce qu'elle nous avait sincèrement envoyé un diagramme à tous. Ma grand-mère m'a trouvé pendant l'heure du cocktail, près de l'extrémité de la pergola où la lumière était belle et la musique juste assez douce pour pouvoir parler. Elle avait 78 ans et avait la posture de quelqu'un qui avait décidé des décennies plus tôt que sa vachir n'en valait pas la peine. « Ta mère me l'a dit », a-t-elle dit sans préambule. Je me doutais qu'elle le ferait. Elle semblait s'attendre à ce que je sois fâché contre toi. Ma grand-mère a regardé vers les vignobles, lors de la fin d'après-midi se posant sur les rangées de vignes. Je lui ai dit que j'allais te trouver et te faire un câlin à la place. Elle l'a fait.
Elle m'a serré fort pendant un long moment. « Est-ce que tu vas bien ?» a-t-elle demandé. « Je vais plus que bien », ai-je répondu. Je pense que c'est peut-être la meilleure chose qui me soit arrivée depuis des années. Elle s'est reculée et m'a regardé avec l'attention particulière de quelqu'un qui a vécu assez longtemps pour connaître la différence entre la bravade et la vérité. « Raconte-moi » a-t-elle dit. Alors je lui ai raconté. Pas tout, il y en avait trop pour le temps imparti et les traiteurs commençaient à diriger les gens vers la tente. Mais assez pour parler de l'entreprise et des contrats. La lettre d'intention pour laquelle j'avais reçu l'appel 4 jours plus tôt, 2 jours avant le dîner de répétition pendant lequel j'étais restée assise pendant que mon père portait un toast sur l'héritage, la famille et la construction de quelque chose qui dure. Ma grand-mère a écouté, les mains croisées et les yeux très brillants. « Est-ce que quelqu'un est au courant ?» a-t-elle demandé quand j'ai eu fini. « Toi, oui, ai-je dit, maintenant. » Elle est restée silencieuse pendant un moment. Puis elle a souri. Pas le sourire social poli qu'elle utilisait lors d'événements comme celui-ci, mais l'autre, celui que j'avais vu toute ma vie quand elle était sincèrement heureuse. « Va profiter de la fête » a-t-elle dit. J'ai le sentiment que le reste s'arrangera de lui-même. Le dîner a été long. Les discours ont été plus longs. Celui de mon père était le dernier discours formel de la nuit, et il y avait clairement passé du temps. Il était poli d'une manière que ses discours habituels n'étaient pas, avec une structure et quelques phrases qui tombaient bien et faisaient rire la salle au bon moment. Il a parlé de Daniel. Il a parlé de la famille. Il a parlé de ce que cela signifiait de construire quelque chose qui valait la peine d'être transmis. Il ne m'a pas regardé pendant qu'il parlait. J'étais assise avec les compagnes de table qui m'avaient été assignées, les amies d'université de Daniel, principalement des femmes que j'avais rencontrées lors de divers événements au fil des ans. Et qui avaient toujours été gentilles avec moi de la manière un peu prudente des personnes qui sentent une situation familiale compliquée et préfèrent ne pas s'en mêler. Nous avons parlé de leurs emplois, de leurs enfants, des vignobles, du vin, et de la question de savoir si les restrictions alimentaires avaient été adéquatement respectées. C'était bien. C'était exactement le genre de soirée que l'on traverse et dont on ne se souvient généralement pas. Ce dont je me souviens, c'est ce qui s'est passé à 20.47, c'est à ce moment-là que mon téléphone a vibré contre ma cuisse et que j'ai baissé les yeux vers lui sous la nappe. C'était un courrier électronique, un communiqué de presse transféré, envoyé par la société de relations publiques que j'avais embauchée 2 mois plus tôt pour aider au premier grand moment public de Meridian Studio. L'objet disait « Meridian Studio nommé gagnant », l'annonce officielle de l'initiative nationale de design urbain sera mise en ligne demain à 9.00 heure normale de l'Est. Je savais que cela arrivait. J'avais soumis ma candidature pour le prix. J'avais été sur une liste restreinte. J'avais reçu un appel 10 jours plus tôt pour me dire que nous avions gagné. Ce que je n'avais pas complètement assimilé jusqu'à ce que je sois assise dans une tente de vignoble en train de regarder mon père prononcer un discours sur l'héritage, c'était ce que l'annonce allait provoquer. L'initiative nationale de design urbain n'était pas un prix de niche de l'industrie. C'était le genre de choses qui était reprise. Elle avait une liste de presse. Elle avait des organisations partenaires. Elle atteignait des gens qui n'avaient jamais entendu parler de Meridian Studio. Elle atteignait des gens comme la femme assise à 2 tables de moi, que je n'avais pas remarqué jusqu'à ce moment-là. Une femme que je reconnaissais dans les publications de l'industrie, qui dirigeait le bureau de développement régional pour l'une des plus grandes organisations à but non lucratif de planification urbaine du pays. Et qui était apparemment venue à ce mariage parce qu'elle était une amie de la famille du marié. Elle ne m'avait pas encore remarqué. J'ai rangé mon téléphone. J'ai fini mon vin. J'ai regardé ma sœur couper le gâteau, en donner à manger à son mari et rire à quelque chose qui lui chuchotait. Et j'ai ressenti, assise là avec la lettre de désaveu pliée dans la petite poche intérieure de mon sac de demoiselle d'honneur, quelque chose qui n'était pas tout à fait de la satisfaction et n'était pas tout à fait de la tristesse. C'était plus comme un achèvement. Comme si quelque chose qui n'était pas résolu depuis très longtemps se résolvait enfin, tranquillement. Le lendemain matin, j'étais de retour dans mon appartement quand mon téléphone a commencé à sonner. D'abord, ce fut mon collègue Marcus qui a envoyé un message texte à 9.03, c'est en ligne. Tu dois regarder ta boîte de réception. Ensuite, ce fut la société de relations publiques. Puis un journaliste d'une publication spécialisée. Puis quelqu'un avec qui j'avais travaillé 3 ans plus tôt et dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis. À 10.30, la femme de l'organisation à but non lucratif,
je l'appellerai Patricia car son nom n'a pas besoin de figurer ici, m'avait envoyé un message sur un réseau professionnel qui était courtois et mesuré, et se terminait par « Je n'avais aucune idée que nous étions au même mariage hier soir. J'aimerais trouver du temps pour parler cette semaine. » Je le lisais à ma table de cuisine, en pyjama, avec une tasse de café, quand ma mère a appelé. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Elle a rappelé. Je l'ai laissé aller à nouveau. Mon père a appelé. Je l'ai laissé aller. Daniel a appelé depuis ce que je supposais être sa chambre d'hôtel de lune de miel, ce qui signifiait que quelqu'un avait pensé que c'était assez important pour l'interrompre le matin après son mariage. Et j'ai laissé cet appel aller, aussi. Je me suis versé une deuxième tasse de café. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai commencé à répondre aux courriers électroniques qui comptaient vraiment. Les messages vocaux sont arrivés dans une progression qui aurait été presque intéressante si je n'avais pas passé 31 ans à apprendre à lire les modèles météorologiques émotionnels de ma famille. Le premier message de ma mère était sec et prudent. Elle avait vu des choses en ligne. Elle pensait que nous devrions parler. Elle voulait que je sache qu'elle me contactait. Le deuxième message de ma mère était plus long et moins prudent. Elle a utilisé la phrase « Cela nous affecte tous » sans préciser comment exactement le fait que je remporte un prix de design affectait des personnes qui m'avaient formellement exclu de la famille le matin précédent. Le message de mon père était le plus court. Il a dit mon nom. Il a dit qu'il avait vu l'annonce. Il a dit qu'il pensait que nous devrions nous voir. Le message de Daniel fut celui qui me surprit le plus. Pas pour ce qu'il disait, mais pour sa texture. Il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais pas entendu auparavant. Pas tout à fait du regret, quelque chose de plus comme un recalibrage. Comme si elle faisait les mêmes calculs que ma mère avait fait sur cette salade Cobb des années auparavant, et arrivait à une réponse différente. Claire, a-t-elle dit, je sais que le moment est difficile. Je n'étais simplement au courant de rien de tout cela. Je pense que nous devrions parler. Je les ai tous écoutés une fois. Puis j'ai posé mon téléphone face vers le bas sur le comptoir et je suis retourné à mon ordinateur portable. Ma grand-mère a appelé à midi. J'ai répondu immédiatement. Je l'ai vu, a-t-elle dit. Patricia, quelqu'un de cette organisation à but non lucratif, a publié un message à ce sujet. Je sais, elle m'a envoyé un message. Ta mère m'a appelé 3 fois ce matin. Je suis désolé. Ne le sois pas. Ça m'a donné quelque chose à faire. Une pause. Qu'est-ce que tu vas faire? J'y réfléchissais depuis 9.03. Pas avec l'urgence que ma famille semblait attendre. Pas avec le sentiment que c'était une crise nécessitant une gestion immédiate, mais avec le genre de considération lente et honnête que j'avais appris à appliquer aux choses qui comptaient vraiment. Je vais prendre un café avec Patricia, ai-je dit, et je vais répondre aux journalistes. Et je vais continuer à travailler. Et tes parents? Pas encore, ai-je dit. Peut-être pas pendant un moment. Nouvelle pause. Je pouvais entendre sa respiration, régulière et sans précipitation. Tu ne vas pas les laisser revenir facilement, a-t-elle dit. Ce n'était pas une question. Ils m'ont donné une lettre, grand-mère. Ils l'ont signée. Tous les 3. Je sais. Je ne suis pas en colère, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Je ne le suis vraiment pas. Mais je ne peux pas non plus prétendre qu'une bonne semaine annule ce qu'ils ont décidé un mardi ordinaire. Les gens n'ont pas le droit de faire ça. Elle est restée silencieuse un instant. Quand elle a repris la parole, sa voix était quelque chose pour lequel je n'avais pas de mots précis, chaude et triste, et aussi, en dessous, une sorte de satisfaction qui n'avait rien à voir avec la douleur de qui que ce soit. Tu sais, a-t-elle dit, quand tu avais 7 ans, tu as redessiné le jardin arrière sans demander à personne. Tu es juste allé là-bas un samedi et tu as commencé à déplacer des choses. Ta mère était furieuse. Je me souviens que le jardin était plus beau. N'importe qui pouvait voir qu'il était plus beau. Ta mère savait qu'il était plus beau. Elle était quand même furieuse. Elle a fait une pause. Certaines personnes ne savent pas comment être fières de quelque chose qui ne s'est pas passé comme elles l'avaient prévu. J'ai rencontré Patricia 11 jours plus tard dans un café près de son bureau. Nous avons parlé pendant 2,5 heures. À la fin de notre rencontre, elle m'avait présenté à 2 collègues par message texte, et nous avions une réunion de suivi prévue pour la semaine suivante.
La lettre d'intention de la commission des parcs municipaux s'est transformée en un contrat signé 6 semaines après le mariage. J'ai intégré Marcus comme associé chez Meridian Studio à la fin de cette année-là. Au printemps suivant, nous avions une équipe de 4 personnes et une liste d'attente. Ma famille a essayé plusieurs approches au cours des mois qui ont suivi. L'approche de ma mère était d'agir comme si la lettre avait été un malentendu. De ne pas l'aborder directement, mais de me contacter avec le genre de messages ordinaires relatifs à la famille qui supposait que nous fonctionnions selon les anciennes conditions, une recette qu'elle pensait pouvoir me plaire, un mot sur la fête prénatale de mon cousin. Comme si l'enveloppe de couleur crème n'avait tout simplement jamais existé. L'approche de mon père a été de faire appeler mon assistante par la sienne, c'est ainsi que j'ai découvert qu'il avait cherché les coordonnées de Meridian Studio, et de demander une réunion. Mon assistante lui a dit que je n'étais pas disponible, ce qui était vrai et qui n'était pas non plus le sujet. L'approche de Daniel était la plus complexe. Elle a envoyé une carte écrite à la main qui était assez longue pour être sincère et pas tout à fait assez longue pour être complète. Elle a dit qu'elle aurait aimé savoir. Elle a dit qu'elle n'était pas sûre de ce qu'elle s'attendait à ce que je fasse différemment. Elle a dit qu'elle pensait que nous devrions déjeuner ensemble. J'ai lu la carte 3 fois. Je l'ai mise dans un tiroir. J'y ai beaucoup pensé. J'ai déjeuné avec Daniel en octobre, presque 5 mois après le mariage. Nous sommes allés dans un endroit qui n'était l'habitude d'aucune de nous deux, un terrain neutre, ce qui semblait juste. Elle s'était coupé les cheveux. Elle avait l'air fatiguée de la manière dont les nouveaux mariages ont parfois l'air quand l'énergie de la fête se dissipe et qu'il vous reste la forme réelle de votre vie. Nous avons parlé un moment de choses superficielles. Son travail, dans lequel elle était douée, son mari, qui semblait la rendre heureuse de la manière stable et sans drame qui est en fait la meilleure, le projet sur lequel je travaillais à Portland. Sur lequel elle a posé des questions avec ce qui semblait être une véritable curiosité et auquel j'ai répondu honnêtement. Finalement, elle m'a regardé de l'autre côté de la table et a dit, « Je l'ai signé. » Je sais. Je ne pense pas avoir complètement compris ce que je signais. Je l'ai regardé. J'ai pensé à toutes les manières petites et niables. J'ai pensé aux 45 minutes et aux 4 minutes. J'ai pensé à son téléphone, stable dans sa main à cette table de restaurant, attendant ma dépression. Je pense que tu as compris plus que ce que tu ne dis, ai-je répondu doucement parce qu'elle était toujours ma sœur et que je l'aimais toujours, mais clairement parce qu'il y avait eu assez de l'autre genre de conversation entre nous. Elle n'a pas protesté. Cela m'a surprise. Elle a regardé son verre d'eau, puis de nouveau moi, et a dit, « Tu as probablement raison. » C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. J'y ai pensé depuis. Nous avons fini de déjeuner. Nous nous sommes prises dans les bras sur le parking. Nous avons parlé une poignée de fois depuis lors, des conversations prudentes et honnêtes qui n'ont rien de l'ancienne texture, mais qui construisent lentement quelque chose qui pourrait éventuellement être sa propre chose. Avec mes parents, cela a été plus difficile. La lettre se dresse entre nous comme un fait, et les faits ne se dissolvent pas parce que les circonstances ont changé. J'ai eu 2 appels téléphoniques avec ma mère qui ont été civils et n'ont mené nulle part. Mon père et moi ne nous sommes pas parlé. Je ne sais pas comment cela se termine. Je ne suis pas sûr que cela se termine. J'ai fait la paix avec le fait que c'est une question que je porte plutôt qu'une question que je résous. Ce que je sais, c'est ceci. Le matin où ma mère m'a tendu cette enveloppe, elle attendait quelque chose de moi, une réaction, des larmes ou des supplications ou le genre particulier d'énergie furieuse qui vient du fait de se sentir pris au piège. Elle et mon père avaient construit un moment, et ce moment exigeait que je joue mon rôle. Je ne l'ai pas fait. Non pas parce que je n'étais pas blessé. Je l'étais, de la manière profonde et silencieuse dont les choses font mal quand elles confirment quelque chose dont vous espériez que ce n'était pas vrai. Mais parce que ce que j'avais passé 4 ans à construire dans cette 2e chambre m'avait donné quelque chose qu'il ne pouvait pas prévoir, une fondation dont il n'avait pas fait partie et qu'il ne pouvait pas retirer. Il pensait que la lettre était une fin. C'était en fait le moment où j'ai cessé d'attendre leur permission pour être la personne que j'étais déjà devenue. Ma grand-mère m'a appelé la semaine où le projet de Portland a commencé ses travaux. Elle avait vu une photographie que j'avais publiée du site à ses débuts. L'équipe réunie, la qualité particulière de la lumière du nord-ouest Pacifique surtout. « Qu'est-ce que ça fait » a-t-elle demandé. Je suis resté là un moment, tenant mon téléphone, regardant la terre qui était sur le point de devenir quelque chose que les gens traverseraient lors de mardis matins ordinaires et se sentiraient mieux sans savoir pourquoi. Comme un jardin, ai-je dit,
Qui a tourné mieux que personne ne l'avait prévu. Elle a ri. J'ai ri. Quelque part à travers le pays, j'ai imaginé ma mère remuant son thé. J'ai imaginé mon père dans son bureau avec son entreprise qu'il avait construite à partir de rien et dont il était si fier. Il n'avait jamais appris à être fier d'autre chose. J'ai mis mon téléphone dans ma poche. J'ai marché vers mon équipe. J'ai continué à avancer.